Un désir de servir les confrères, de leur rendre service. J'ai toujours eu une vie axée sur la confraternité et je trouvais que c'était normal de mettre ma pierre à l'édifice. Et je me suis comportée comme bâtonnier, à la fois comme chef d'entreprise, chef d'équipe, chef d'orchestre. Lève-toi, jeunesse d'Athènes, et reprends le flambeau des gloires. Cette phrase, elle a terminé tous mes discours. Ce que je retiens de formidable de ma vie d'avocat, c'est la qualité de mes liens avec mes confrères. Depuis que je ne plaide plus, mes confrères me manquent. Alors, je suis avocate et élue multicarte, parce que j'ai repris de mon père qui était VRP multicarte. Parce que j'ai une carte syndicale depuis toujours, depuis plus de 40 ans. UJA, FNUJA, ACE, IDH, avocat des violences conjugales. J'ai une carte ordinale, membre du Conseil de l'Ordre plusieurs fois, membre du Conseil national des barreaux plusieurs fois, bâtonnier, vice-président de la CARPA, trésorière de l'École des avocats. Et puis une carte monde économique, où j'ai présidé un réseau économique et où je suis très investie depuis 20 ans aujourd'hui dans une structure qui est merveilleuse, qui s'appelle FAS. FAS Héros, FAS Occitanie, FAS National. Je suis élue dans les 3 structures qui représentent pour moi les valeurs de protection, de défense, de l'égalité et de la justice, qui sont mes 2 passions, la justice et l'égalité. Je suis très influençable par les gens que j'admire. Il y a beaucoup de gens que j'ai admirés qui m'ont inspirée. Alors, mes parents d'abord, valeur travail, valeur respect, valeur tout court. Et puis, dans le monde du droit, à la fac, un type génialissime qui s'appelait Jean-Marc Mousseron, m'a beaucoup inspiré. Et en arrivant au barreau, mes 2 maîtres de stage, Gérard Christol et Bernard Fabre, dont j'ai appris l'essentiel avec les 2. Puis 2 hommes qui sont décédés aujourd'hui, mais qui ont inspiré chacun par rapport à leur personnalité et leur parcours, Albert Anaori et Jean Meloux. Et puis notre inusable et merveilleux François Bedel de Buzarengue, qui pour moi est un exemple de multicarte également, et de vivacité permanente. Mon état d'esprit, c'est être enthousiaste pour tout ce qui se présente, comme peut-être on le sait. Et aimer les gens, vraiment, par principe. J'aime les gens et j'ai confiance aux gens par principe. Et mes confrères, pour moi, c'est une famille merveilleuse, qui est ma 2e famille. Voilà. Alors, envie d'être bâtonnier, pour moi, bâtonnier, c'était chef d'une tribu, sans paraphraser Astérix Obélix, ou les Indiens, que j'ai beaucoup regardé quand j'étais gosse. C'était l'aboutissement, c'est banal ce que je dis, hein, l'aboutissement d'un engagement professionnel. Et c'est le mandat que j'ai le plus aimé, mais comme je pense tous mes prédécesseurs et tous mes successeurs, et je ne sais pas comment on faisait que féminin, hein, bon bref, mais on pourra couper cette partie. Bref, parce que bâtonnière avec l'accent du midi, c'est tout de suite un peu machin, mais je n'ai pas d'exclusive sur la dénomination. Qu'est-ce qui m'a poussée? C'est que depuis que je suis avocat, je n'ai jamais quitté pratiquement un mandat, qui soit syndical ou ordinal, et en étant bâtonnier, je voyais que je pouvais cumuler en fait l'utilité dans à l'issue de chacune de ces sources que j'avais accumulées. Et je me suis comportée comme bâtonnier, à la fois comme chef d'entreprise, chef d'équipe, chef d'orchestre. Mon conseil de l'ordre qui travaillait comme des bêtes, hein,
C'était mes musiciens et mes artistes, et on travaillait en chef d'orchestre avec des commissions, des responsabilités, des redditions de comptes, des délégations, de la confiance, des mandats. Et puis, bon, j'avais envie, quoi, parce que j'avais des prédécesseurs qui étaient pour moi des exemples et qui m'inspiraient. Je me dis, moi aussi, peut-être que je pourrais faire pareil. Et puis, voilà. Donc, mais c'était chaud parce que c'était des vraies élections à l'époque. On était très nombreux. C'était des vraies équipes, des campagnes, des montes, etc. Alors, les mesures, je ne sais pas comment faire pour les citer, puisque j'ai fait un petit bulletin que je vous montre parce qu'il n'a duré qu'une année. C'était angle droit. Dans ce petit bulletin, on avait essayé de reprendre en images et en texte les choses qui avaient marqué l'année 2011. J'ai vu plusieurs idées. Un, m'intéresser à la logistique de l'entreprise, qui est l'entreprise Barreau de Montpellier, et changer un peu la façon de diriger un barreau. Je considérais être à la fois président d'une organisation, avec un conseil de l'ordre, presque un conseil d'administration, d'être chef d'entreprise, puisqu'il y avait 17 salariés, donc j'étais employeur, et j'étais également représentante d'une institution. Donc ces trois visions, outre les aspects déontologiques et régulation interne de la vie d'un barreau, donc ces quatre axes m'ont orientée dans ma façon de voir les choses. Donc je me suis intéressée à la logistique, j'ai ouvert la maison Cité Judiciaire Méditerranée, on a restructuré les locaux, j'ai installé du personnel et j'ai passé la première semaine quasiment, j'ai dormi sur place. J'ai réorganisé le personnel. J'ai revu un petit peu les RH. J'ai fait un séminaire de cohésion d'équipe. Ensuite, je me suis intéressée à la comptabilité. Je me suis intéressée à la communication du barreau et à l'impact d'un ordre d'avocats qui représente déjà 1000 avocats, donc autant de foyers, presque autant de salariés, et donc un impact économique qui n'était pas du tout valorisé avant. Et j'ai fait en sorte d'être un petit peu partout. Je suis partout, là c'est reproché avec humour, plus ou moins sympathique. Mais en tout cas, montrer que le barreau était présent partout, que ce soit le monde économique, le monde politique, le monde social. Et voilà. Donc ensuite, au plan chef de tribu, chef et au nom de tous, je me suis beaucoup intéressée aux structures associatives de notre barreau. J'allais à toutes les réunions de toutes les associations et syndicats pour apporter mon soutien, mes idées, puisque j'en ai beaucoup finalement, et une valorisation de ces organisations. Et on est le barreau, je crois, le seul barreau en France où une thématique égale une association. Je ne suis pour rien, hein. J'ai suscité quelques-unes, mais c'est important de prendre en compte. Et c'est à la fois une richesse parce que l'indépendance des structures leur donne à la fois de la responsabilité, l'autonomie et quelques inconvénients aussi pour tout le monde en termes financiers par exemple. Et puis après, au niveau déontologie, ce que j'ai mis en place, c'est, mais comme tous après ou avant même, c'est une référence permanente, c'est-à-dire que j'étais joignable nuit et jour. Nuit et jour. Ça m'est arrivé d'être appelée la nuit pour une question déontologique ou personnelle aussi. Il y a quelqu'un qui était au bord du suicide qui m'appelait la nuit. J'ai mis en place tous les mois des petites séances ouvertes à tout le monde, gratuites, qui donnaient 2 heures de formation, déontologie. Donc on était 2, un BAT ou ancien BAT et un jeune ou moins jeune, sur un sujet, 30 personnes chaque fois, rappel, apprentissage, et avec une vision bienveillante mais pédagogique. Et tout ça. Puis après, bon, j'ai affronté la réforme de la Cour d'appel, disparition des avoués, réforme Agendi et compagnie. On avait mis en place des équipes pour aider les confrères. La réforme de la garde à vue. Et tout de suite, on a été, en mars 2011, on était tous mobilisés nuit et jour. Et on a eu la chance au barreau de Montpellier d'avoir des confrères exceptionnels qui ont dit « Moi, je serai présent ou présente de nuit comme de jour, même si je ne suis pas sûre d'être payée. »
Et on a mobilisé les troupes et on a fait face, franchement, avec compétence et après, face aussi à la presse, qui ne comprenait pas pourquoi des avocats intervenaient pour faire annuler des gardes à vue qui avaient permis de faire avouer des criminels. Mais il fallait faire de la pédagogie et expliquer que l'avocat n'est pas le complice de son client, mais l'avocat est là pour faire valoir le droit et la procédure pénale, en l'occurrence. Après, on a eu la réforme des AHO, hospitalisation d'office, la réforme de la prise en charge des victimes, c'est très important. Les victimes, pendant très longtemps, étaient les passagers clandestins de la procédure pénale. Et puis, voilà. Et puis après, 2012 a été un peu plus la mise en œuvre des réformes déjà sorties en 2011. Et puis, j'ai proposé à mon conseil de lancer une opération de mémoire, de partage et de valorisation qui était le bicentenaire du barreau. Ça nous a pris un peu de temps, mais ça a été étalé sur une semaine à partir du 18 juin, symbolique, 2012. On a commencé avec une remise de décoration à Guylaine-Lanchémol par Stéphane Hessel. Ça a commencé très très bien. Après, la fac de droit a voulu nous inviter à partager un moment de partage et de connexion entre les enseignants et le barreau sur quelques mémoires qu'on pouvait avoir en termes de création du droit et de protection de l'humain français et international avec la création du droit et la création des codes 1804 et ainsi de suite, et la partie très importante que prend l'université dans la construction du droit et la protection du droit. Après, on a enchaîné avec la reconstitution de la cour impériale en grande pompe à la cour d'assises, en grande tenue, donc recréation, cour d'assises, pardon, cour impériale de Montpellier et barreau de Montpellier, qui a été recréé à ce moment-là, en même temps. C'était un grand moment. L'après-midi de ce même jour, un grand colloque sur la responsabilité sociétale des entreprises, au hasard, avec Dominique Baudis, qui était le premier défenseur des droits, qui venait d'être désigné, qui a été exceptionnel. Dominique Lagarandrie, qui était bâtonnet de Paris, qui était administrateur d'AXA, mais très investi sur la RSE. On a enchaîné le lendemain avec une matinée historique où nos historiens du barreau ont rappelé les avancées de l'avocat, les avancées des avocates. C'était un peu le prélude de l'exposition que vous avez réalisée il n'y a pas si longtemps à l'Esplanade. Et puis, on a rappelé aussi l'évolution du serment. Le serment qu'on prête aujourd'hui depuis 42 ans est un serment expurgé de toute allégeance à qui que ce soit et qui reprend des valeurs qui sont mes valeurs intrinsèques depuis que je suis gosse, c'est-à-dire la dignité, la conscience, l'humanité et l'indépendance. Donc, et ça, c'est notre force. Et on le sait bien aujourd'hui. Et puis après, on a enchaîné avec une après-midi de séance solennelle et, bien entendu, la revue des avocats, des jeunes avocats qui clôturaient le tout. Et un petit souvenir quand même, c'est que le moment fort pour moi, c'était de cette séance solennelle avec l'habituel parterre de gens qui viennent là parce qu'ils sont un peu obligés, quoi. Mais pas que, des copains aussi, et puis derrière les confrères et anciens BAT. Et je m'étais autorisée à citer à la fois Johnny Hallyday et Barbara, c'était ma clôture, avec la chanson de Barbara qui dit « ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Et c'était un petit clin d'œil parce que ma fille est dans la salle et que mon meilleur souvenir de mon mandat, c'est d'avoir fait prêter serment à ma fille en décembre 2011. Donc ça, c'était génial. Voilà. Ça, c'était les bons moments de l'année. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mauvais moment? Non, franchement, mon mandat était un mandat de chaleur. Les mauvais moments, oui, c'est enterrer des confrères. J'ai enterré plusieurs confrères. Enfin, enterré comme tous, hein, mais je dirais perdre des confrères, des confrères précieux. 8 jours après mon mandat, ma prise de fonction, une consoeur est partie, c'était un crève-cœur. Et puis, les moments difficiles, c'est les perquisitions. Assister à des perquisitions de confrères, ça c'est très difficile. C'est départager des confrères. C'est entendre des confrères qui vous disent au téléphone « je vais me suicider ».
et recevoir des confrères qui me disent je vais déposer le bilan, je divorce, je vais faire une cure de désintoxication. Voilà, c'est des souffrances, mais ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est de toucher du doigt la solidarité qu'il peut y avoir dans le barreau. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas tout. Pour autant, j'avais tout le temps des confrères qui étaient des vigies, y compris des confrères qui n'étaient pas des intimes, hein, qui me disaient je t'appelle ou je vous appelle parce que un tel, une telle, je sais qu'il, elle, va mal. Je vous le signale. Donc ça, c'est formidable et ça existe toujours. Il y a toujours des confrères qui sont engagés, investis pour ça. Donc ça, c'est très chouette. Il y a une vraie solidarité dans le barreau. C'est pas, la confraternité n'est pas un mot que l'on tourne en dérision, c'est une vérité qu'il faut cultiver d'ailleurs. Alors là, des souvenirs, j'en ai plein qui sont marquants. Mon premier souvenir, je vais en donner plusieurs finalement. Mon premier souvenir marquant, c'est j'étais toute jeune avocate et j'ai une jeune personne qui est venue me voir et qui était née garçon et qui se sentait fille et dont les résultats cariotypes démontraient qu'il y avait une base féminine. Et c'était il y a 40 ans, j'ai obtenu le changement d'identité de cette personne qui était venue accompagnée de sa maman. Et c'était quelque chose qui était absolument unique. Cette personne est arrivée par hasard chez moi, ça s'est bien passé, et c'est un souvenir qui m'a marqué quand même parce que c'est une expérience assez étonnante. Après, j'ai rencontré des dossiers, j'ai défendu un sourd-muet qui était poursuivi par la mère de sa chérie, de sa fiancée, qui était sourde-muette. La mère était témoin de Jéhovah et ne supportait pas de savoir que sa fille était amoureuse et aimait un autre garçon et avait eu des relations sentimentales, voire plus, avec cet autre garçon. Et cette femme avait déposé plainte contre ce jeune homme, au plan pénal, pour abus sexuels. Et c'était très étrange comme situation. Et j'avais donc défendu ce jeune homme avec des interprètes et représenté devant un juge d'instruction qui avait été extrêmement compréhensif. Et c'était bien terminé. Autre cas aussi qui était marquant, c'est d'avoir défendu un jeune homme qui avait été... accompagné, conseillé un homme assez jeune qui était atteint du VIH et qui est venu chez moi avec une valise pleine d'ordonnances médicales, qui me dit, voilà, je sais que je ne survivrai pas à ma maladie, j'ai pris une assurance vie, j'ai une fille, je vous montre mes certificats médicaux. Jamais je n'ai déclaré à personne, jamais je me suis fait rembourser mes rendez-vous médicaux, mes soins médicaux. Je ne veux pas que ma fille pâtisse, après ma mort, d'une contestation de la compagnie d'assurance. Waouh! Et donc, il m'avait confié tout ça, et je l'avais aidé un petit peu à cacher ces choses-là, quoi, finalement, afin que la sécurité sociale ne soit pas affectée par sa maladie, mais que surtout, tant pis, l'assurance qu'il avait prise et les fonds qu'il avait mis pour être conservés et remis à sa fille unique, arrivent à sa fille unique. Voilà. Et puis, le souvenir le plus impressionnant, évidemment, c'est lorsqu'en 87, j'ai été contactée, alors je travaillais déjà pour eux, par l'association Notre-Dame des Gitans. J'avais été un peu sous protection d'un vieux magistrat qui, à sa retraite, s'occupait beaucoup des tziganes, gitans, roms, manouches, etc. Donc j'étais avocat sur le sud, et lorsque ce magistrat suivait le procès Barbie, il s'est dit, mais les tziganes, les gitans, les manouches, les sintis, les roms, etc., ont fait l'objet aussi de rafles et de rafles et destruction, quoi. Ils ont été la cible, comme les Juifs, en moindre mesure, bien sûr, du système nazi. Et on les a retrouvés dans des camps d'extermination.
Sauf que, d'abord, ils étaient beaucoup moins nombreux. Ensuite, ils étaient souvent analphabètes. Et ce sont des gens qui sont très craintifs. Craintifs parce que, ayant peur à la fois de l'administration, du côté administratif, nomades par définition, donc parfois pas de papier, pas éduqués, peur qu'on les prenne toujours pour des voleurs de poules ou des voleurs tout court. Et donc, ils ne s'étaient pas impliqués, puis pas dans la prise, pendant l'actualité, par l'information. Et un jour, on s'est rencontrés, et ce juge m'a dit il faut que vous occupiez de Michel. Donc j'ai rencontré le patron, le président de la communauté, parce que moi j'étais avocat de l'association, et on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, on avait fait un article de presse, il y a Midi Libre, j'ai encore un article de Midi Libre, pour que je vois si je pouvais encore trouver dans le dossier Barbie des traces et dans le réquisitoire pour peut-être les constituer partie civile. On avait peu d'espoir, mais ça m'a permis de connaître cette histoire, de savoir ce qu'ils avaient vécu, et surtout d'être reçu par Alain Jakubowicz dans son cabinet à Lyon, que j'ai contacté, qui m'a ouvert les portes de son cabinet, qui m'a dit « Vous êtes chez vous ». J'ai passé une immense journée dans une grande pièce comme cette pièce ici. Il y avait une grande table, des chaises, et tout autour, sur 1 mètre de hauteur, le dossier Barbie. Donc j'ai plongé pendant une seule journée dans ce que je voulais, dans le dossier Barbie. Dans le dossier Barbie. J'ai plongé dans des documents d'enquête gigantesques qui avaient été menés, avec des procès-verbaux tapés avec leurs petits doigts par des enquêteurs sur des machines à écrire il y a plus de 40 ans. Hein. Ça avait commencé avant. Donc j'ai découvert plus que l'on peut imaginer de ce qui peut être infligé à l'être humain. Bien sûr, je n'ai trouvé aucune trace dans l'enquête, et encore moins dans le réquisitoire de nos amis les Tziganes. Donc je ne pouvais absolument pas être recevable pour eux. En revanche, mes confrères m'ont permis, avec le procureur et tout, de rentrer au premier jour du procès Barbie. Et donc j'étais, avec mes innombrables confrères, mais ils m'avaient laissé un peu de place parce que je suis petite, donc il faut que je vois aussi. J'ai assisté au premier jour du procès Barbie avec Barbie dans sa cage et avec Vergès, et le parterre de victimes ou de descendants ou de familles de victimes. Voilà, donc bien sûr que moi je reste là qu'un jour parce que je ne pouvais pas rester plus longtemps, j'avais aucune légitimité à être présente, mais c'était quelque chose qui m'a profondément marquée, vous vous en doutez, qui m'a éclairée parce que quand on voit des pièces, des documents d'un dossier pénal de l'époque, on est confronté charnellement, physiquement, avec ses yeux, ses doigts, tout, à ce que peut être la barbarie. Et voilà, donc c'est le souvenir, bien sûr, qui m'a le plus marqué dans ma carrière jusqu'à présent, et je ne pense pas faire pire que ça, mais je pense que c'est utile de ne pas oublier ça. Et de temps en temps, peut-être de faire des témoignages. Je crois que c'est faire venir, par exemple, des confrères qui ont assisté à ça de temps en temps dans des écoles d'avocats, ou pas que Jakubowicz, d'autres qui ont vécu ça. Je pense que c'est utile. Alors les conseils, on peut en donner plein. Il faut aimer son serment, et le chérir, parce qu'on décline tout ce qu'on doit faire. Et tout notre guide de vie est dans le serment. C'est pour ça que c'était génial. Et au début, d'ailleurs, Badinter ne voulait que 4 piliers. Et puis, les débats parlementaires ont rajouté la probité, qui coulait pour moi de sens avec le reste. Hein. Mais conscience, dignité, humanité, indépendance, il n'y a pas mieux, quoi. C'est exceptionnel. Donc, aimer son serment et le valoriser aussi. Et se valoriser, quoi. Ne jamais se laisser dévaloriser. Les jeunes, il ne faut pas se laisser dévaloriser. On prend sa place, on est légitime, on ne se prend pas la tête, mais on ne se laisse pas dévaloriser, on ne se laisse pas décourager par des échecs. On apprend de ses échecs. Hein. Moi, j'en ai eu quelques-uns, hein, de toutes sortes d'ailleurs. Hein. Donc, on surmonte ses échecs, on apprend de ses échecs. Je pense qu'il faut aimer convaincre, parce qu'un métier d'avocat, c'est un métier de conviction. Il faut aimer convaincre, il faut aimer chercher, trouver des solutions, toujours trouver des solutions pour les gens qui viennent vous voir. Il faut être fier de la confiance qu'ils nous témoignent.
mais l'entretenir aussi, la mériter. Il faut se renouveler sans cesse. Je veux dire, si on n'est pas adaptable, c'est foutu. Hein. Je veux dire, en 40 ans, j'ai changé 10 fois de métier. Et puis, il faut être enthousiaste, quoi. Il faut y aller, quoi. Il faut être sincère, il faut être fier de soi, se respecter, fier des autres. Ne pas se laisser la naïveté un temps aussi. Il ne faut pas se laisser impressionner par des choses factices. Il faut être vrai. Il faut bosser. Il faut se dire qu'on a notre place et que de tout temps, il y aura la place des avocats. Par contre, il faut être attentif à ce qui change, aller voir ce qui change. Il faut aller s'adapter à ce qui change, apprécier ce qui change en bien ou en mal, ne pas s'embarquer dans des choses parce que c'est moderne, parce que c'est nouveau, avoir l'esprit critique. Et puis aller, quoi. Je me félicite tous les jours d'être engagée depuis 20 ans aujourd'hui dans une organisation qui s'appelle FACE, Fondation Agir contre l'exclusion, que je préside depuis 5 ans au plan départemental, depuis 1 an régional et je suis aussi au national. Franchement, ce sont des associations qui sont pas dans le béni oui-oui, mais qui agissent, et ça c'est le moteur, agir, pour faire reculer les inégalités, les discriminations. Et on se sent à la fois utile, pertinent, et le juriste engagé dans une action sociale est doublement pertinent. Voilà, donc c'était un petit message de la fin, parce que, et les jeunes qui le font, qui sont engagés dans une action concrète, utile, en recueillent un profit personnel immense et une expérience qui est utile aussi dans la profession. Quoi? Avocat ou bâtonnier? Bien sûr qu'on refait. Alors pareil, je ne sais pas, mais je ne regrette pas grand-chose en fait. Sincèrement, de mon mandat de bâtonnat qui est court mais intense, bon, j'ai failli perdre mon cabinet, mais ça c'est pas grave. Hein. Quand on peut rebondir, on rebondit. Je rebondis. Non, je ne regrette rien, ni du bâtonnat, ni de mon métier. Franchement, je ne regrette rien. C'est bizarre, hein. Ma vie perso peut-être, mais ma vie d'avocat, non.